vous êtes organisé. Ce qui est intéressant, c'est de partager finalement les freins qui ont pu se lever. Avant le Covid, finalement, le développement de la télémédecine, notamment au CHCB, mais sur l'ensemble du territoire, était relativement lent. Il y avait des freins d'ordre probablement réglementaire, tarifaire, peut-être financier, peut-être technique, peut-être des réticences au niveau des utilisateurs, que ce soit les professionnels de santé ou que ce soit les patients. Qu'est-ce qui a été levé au CHCB par rapport à ces freins au début de la crise? Alors, je vais laisser Henri après me compléter largement. Mais avant cette situation exceptionnelle, on avait commencé à développer de la télémédecine, principalement sur des téléconsultations en EHPAD. C'était très laborieux. Alors, c'était très laborieux pour plusieurs raisons. Des raisons d'appréhension de l'outil, des raisons de modification des pratiques, des raisons également financières. Pour les EHPAD, même 1 000 €, ça coûte très très cher et c'est parfois insurmontable. Et c'est vrai qu'on a eu beaucoup de mal à développer cette activité sur les EHPAD. Et c'est vrai qu'avant cette période, on avait décidé de lancer un grand plan stratégique au sein du GHT pour, avec la communauté médicale principalement, se donner une stratégie et un plan d'action télémédecine. Est arrivée la phase épidémique. Tous les freins ont été miraculeusement, d'une certaine manière, levés. Voilà. Donc, on y reviendra plus tard, mais c'est ce qu'on a retenu, nous, ici, de cette expérience. C'est que tous les blocages n'ont pas été des blocages, puisqu'on est passé en usage très, très vite, mais ça aussi, on y reviendra. Je laisse Henri compléter. Alors, bonjour à tous. Merci de m'avoir invité. Alors cette crise-là, nous, à titre personnel, je l'ai pris un petit peu en double sens, puisque je suis en même temps anesthésiste réanimateur, donc j'ai pris la crise en pleine tête. Et au niveau de la DSI, je l'ai pris aussi la deuxième lame, en fait. Donc c'est vrai que pour quelqu'un d'hyperactif, ça a été quelque chose d'assez exceptionnel. Alors c'est vrai que pendant la réunion de préparation, j'ai parlé de mode sans échec. Mode sans échec, c'est parce que je fais l'analogie avec simplement le mode de fonctionnement de certains PC parfois, qui, après des coupures intempestives, parfois nécessitent un mode sans échec. Mode sans échec, ça veut dire que le mode de fonctionnement de l'hôpital pendant cette période a été relativement incroyable. Incroyable parce que tout était possible. Ce qui était impossible avant la crise est devenu possible en 30 minutes. En 30 minutes, on a réussi à créer des UF, restructurer la SSPI, etc. Enfin, je pense que vous l'avez tous vécu dans vos établissements respectifs. Voilà. Pour notre établissement, en un mois, on a réussi à développer la téléconsultation, on a développé la télésurveillance, on a mis des applications au SAMU, on a développé un dossier patient en réanimation, on a développé un dossier patient psychologue. Pour reprendre simplement, moi j'ai ressorti la fiche projet par exemple de la téléconsultation. La téléconsultation, on avait prévu, qu'on avait mis à notre schéma directeur, un déploiement de 10 mois. Là, en une semaine, on a réussi à la faire passer. Alors, c'est vrai que nous, ça nous interroge sur. Je sais, je suis un peu long. On s'interroge un petit peu donc sur les freins. Quels freins ont été levés? Alors, en fait, ce qui nous a le plus accéléré, c'est un besoin. C'est un besoin assez important. Voilà, c'est le besoin qui est revenu. Je pense qu'on en reparlera un petit peu après, mais à partir du moment où la crise est arrivée, les consultations se sont arrêtées. Et donc, d'emblée, les praticiens, les médecins, on doit quand même pouvoir consulter. Les femmes enceintes, on ne peut pas repousser. On va y venir. Dans l'oncologie, on ne peut pas repousser. On va y venir, Henri, mais dans les freins que vous notiez, en tout cas préalablement à la crise pandémique, il y avait notamment les freins financiers. C'était un sujet qui a été levé, j'imagine. Comment ça s'est passé avec le comité de direction? Les trois freins, les plus qui ont été levés le plus rapidement, c'est d'abord le frein réglementaire. L'avenant 6 avait bloqué une partie du blocage de la téléconsultation. Le frein financier levé nous a permis d'énormément de souplesse. Et enfin aussi, un autre frein, c'est la concentration des ressources. Mais je laisse Dominique compléter. Juste sur le frein financier qui a été levé, alors de quelle manière, pour être plus concret, côté direction, à un moment donné et très vite, la ligne de conduite a été de dire on met tout en œuvre pour faire face à cette situation, on déploie tous les moyens et on fera les comptes après. Alors,
En espérant sous-entendu, une aide financière de l'État, comme ça l'avait été notamment pour le G7 qu'on avait accueilli l'année dernière, où là, on avait été aidé à 100% sur tous les surcoûts. Donc, on n'a pas de contrainte intellectuelle à se dire est-ce qu'on a les moyens ou pas. On a fait. Et c'est vrai que naturellement, ça a levé toutes les, enfin, du moins cette contrainte. Par ailleurs, et sur certaines solutions qu'on a mises en place dans cette situation, Henri l'évoquait, de télémédecine, on a été là aussi largement aidé par les prestataires qui ont mis sur le marché des solutions gratuites ou quasiment gratuites. Ok, bien, venons-y, merci. Donc, effectivement, un hôpital en mode sans échec, donc des conditions tout à fait exceptionnelles et particulières. Et puis, vous avez réagi, en fait. Vous avez été en mesure de vous mettre en ordre de marche assez rapidement. Comment ça s'est passé concrètement Henri, vous parliez précédemment d'une demande extrêmement forte de la part des cliniciens, en particulier les chirurgiens qui souhaitaient continuer à consulter alors même que leur activité chirurgicale s'arrêtait. Comment ça s'est passé concrètement dans les faits? Dans les faits, ça a été très très simple. Dès la décision du confinement, les consultations présentielles se sont arrêtées. D'emblée, quasiment du jour au lendemain. Donc tout ça, c'était pour éviter les déplacements, éviter l'accumulation des patients dans les salles d'attente, etc. Donc on a dû se réorganiser très très vite par rapport à la gestion des patients. Et là sont apparues des demandes assez importantes parce qu'on peut certes annuler les consultations, mais néanmoins, il y en a qui deviennent prégnantes, obligatoires. Je parlais tout à l'heure des consultations d'obstétrique. Une femme enceinte, on ne peut pas la repousser. Son accouchement, il est prévu. On ne peut pas dire non, vous attendez à la fin du déconfinement. Les patients d'oncologie, si on fait patienter une dame d'oncologie, c'est poser la question, est-ce qu'on peut repousser les patients d'oncologie alors qu'on prend les patients Covid? Quelqu'un qui a un cancer du sein, on ne peut pas le repousser. C'est une perte de chance si on le repousse. Les consultations d'anesthésie, on est obligé de les voir avant. Donc, ainsi, et les autres grands demandeurs, pourvoyeurs de demandes assez fortes, c'était les psychiatres. Parce que la crise, parce que l'angoisse qui monte, etc. Donc on s'est concentré d'abord, et ce qui est remonté en premier, c'était ça. C'était les demandes obstétriques, les demandes d'oncologie, les psychiatres et les anesthésistes. Voilà. Et puis en fait, une fois qu'on a commencé à donner le service, en fait, il y a une ouverture et tout le monde a voulu tout de suite. Voilà. Et donc ça fait un appel d'air énorme et donc tout le monde est venu avec sa demande. Mais c'est devenu très très vite un besoin très très fort en fait. D'accord, donc un besoin extrêmement impérieux, insistant. Comment vous vous êtes organisé pour pouvoir répondre de façon rapide? Alors, en fait, l'organisation, moi je vais vous parler par exemple de la téléconsultation. La téléconsultation, les appels ont commencé à arriver et je sais qu'il existe de la téléconsultation, je sais qu'il existe de la téléconsultation. Alors, je pense qu'en sous-main, je pense qu'il y avait pas mal de demandes des éditeurs qui faisaient pas mal de démarches peut-être auprès des médecins. Le fait est, c'est que nous, par rapport à nos demandes, on les a classées et en organisation interne, on a fait 2 ateliers. On a fait 2 ateliers qui nous ont permis un petit peu de nous organiser en mode sans échec, comme je disais tout à l'heure. On a modélisé les processus. En modélisant les processus, préparation de la consultation, réalisation de la consultation, on a fait 2 ateliers. En 2 ateliers, voilà, on projette un peu la slide là. En 2 ateliers, j'allais dire, on avait déjà une idée à peu près organisée de ce qu'on voulait mettre et qu'est-ce qu'il fallait faire, etc. pour ça. Mais pour ça, encore une fois, c'était le besoin qui a fait qu'on a concentré les ressources et qu'on nous a dit, à la fin de la semaine, il faut que ça soit réglé. D'accord. Pour compléter peut-être juste d'un mot, Didier, si tu le permets. Vas-y. D'un point de vue institutionnel, ça a été aussi très très vite. Parce que dès lors que les besoins ont été bien identifiés, à la fois pour assurer le suivi des patients non Covid, on va dire, pour les soins urgents, les soins nécessitant un suivi, et puis aussi pour prendre en charge les patients Covid, notamment en sortie d'hospitalisation et à domicile. De manière institutionnelle, on avait et on a toujours une cellule de crise qui s'est réunie au début quasiment tous les jours et puis ces derniers temps 3 fois par semaine et tout le monde est allé dans le même sens
Et comme le disait Henri, les discussions et les réunions qui nécessitent parfois de bien calibrer le besoin, d'identifier le cahier des charges, etc., qui prennent des mois, là, en 1 à 2 réunions de cellules de crise, comment dire, il était acté de prendre telle solution tout de suite et de la mettre en œuvre très vite. Et avec effectivement la force de frappe qu'a menée Henri et l'équipe informatique, on a pu déployer ça dans des conditions assez rapides dans les différents services. Et le déploiement, notamment pour les consultations, aujourd'hui, se poursuit pour le généraliser, puisqu'on a toujours des médecins maintenant qui viennent nous voir pour nous demander de participer aux téléconsultations. Ok, oui, donc si je résume, un besoin extrêmement fort qui est pressant, l'équipe de la DSI avec les cliniciens qui s'organisent en ateliers façon agile pour modéliser le processus et implémenter la solution. Et puis, ce que vous notez aussi tous les deux, c'est finalement une convergence des énergies qui a permis de peut-être prendre moins de temps et moins d'atermoiement dans les décisions. Alors, merci beaucoup. Troisième question. Finalement, qu'est-ce que ça a créé, qu'est-ce que ça a généré, qu'est-ce que ça a transformé, qu'est-ce que vous avez pu observer comme impact à la fois sur les organisations et à la fois sur les usages? Alors, je vais démarrer sur la partie, on va dire, organisation des SEO, et puis Henri complétera sur la partie clinique et pratique médicale, ce qui est vraiment à retenir. Moi, alors, c'est pas tellement ce que je retiens, c'est des interrogations. On a été capable, en très peu de temps, dans des circonstances tout à fait exceptionnelles, avec des organisations bouleversées, de mettre en œuvre des projets qui, généralement, nécessitent des mois et des mois de concertation, de discussion et de finalisation. Et on a été capable de le faire à la fois pour de la téléconsultation, de la télésurveillance, pour des adaptations de notre DPI, là aussi, avec des évolutions assez fortes. On a été capable de le faire en moins de 15 jours. Donc ça interroge sur notre capacité d'adaptation à des circonstances exceptionnelles et sur la capacité d'un établissement hospitalier à se mettre en ordre de marche de manière aussi miraculeuse, entre guillemets. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut que moi je retiens. Et c'est vrai qu'à chaud et à froid, j'espère qu'on pourra débriefer autour de cela et se servir de ce qu'on a pu faire aujourd'hui pour pouvoir le reproduire après, quand on reviendra à la normale. Voilà, donc d'un point de vue, on va dire, organisation de l'équipe informatique et de sa réactivité, effectivement, c'est une véritable interrogation pour moi, mais qui est plutôt positive. Alors, j'imagine que ça réjouit tous les cliniciens qui participent à la réunion, parce qu'effectivement, être capable d'aller vite, d'être efficace et de coller aux besoins, c'est à la fois le désir ardent des professionnels et ensuite l'envie des DSI, avec effectivement des circonstances qui l'ont permise, qui ont permis cette mise en œuvre, dont je partage avec toi, Dominique, le fait qu'il faut essayer de trouver comment ça s'est passé pour pouvoir le préserver. Du côté des cliniciens, Henri, on repasse au tutoiement, hein, désolé, c'est pas très grave. Tu as dit pendant la préparation qu'il y avait des choses qui avaient changé, y compris dans l'attitude des professionnels par rapport aux locaux notamment, mais tu as retracé aussi d'autres retours d'expérience. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Alors, je vais juste dire que, enfin, je vais dire plusieurs choses. Premièrement, quand je reprends l'exemple de la téléconsulte, où j'ai repris la fiche projet, moi, il y a pendant la préparation. Pendant la fiche projet de la téléconsultation, il y avait une salle de consultation qui était réservée à la téléconsultation avec une caméra, etc. Là, on a dû s'adapter, et avec une levée de frein financier, on a réussi en fait à s'adapter complètement aux cliniciens. C'est-à-dire, s'il voulait consulter dans le bureau de consulte, on lui mettait dans son bureau de consulte. S'il voulait consulter dans son bureau, on lui a mis dans son bureau. Et on lui a mis dans son bureau parce que ça lui permettait de faire des téléconsultes entre deux, ou alors qu'il n'était pas forcément dévolu à la consultation, ça lui a donné énormément de souplesse. Donc là, il y a une photo, etc., d'un poste de travail typique. Finalement, on s'est bien aperçu qu'à l'acte de la demande du clinicien, il faut aller
2 écrans et une webcam. Et techniquement, ça suffisait. On n'avait pas besoin de créer de salles spécifiques ou même, etc. Et on a fait ce type de bureau-là, mais on a pu aussi faire, s'il le voulait, juste un portable. Un portable avec, comme on fait actuellement, un petit portable, etc. Donc cette souplesse nous a permis une adhérence beaucoup plus rapide. Après, il faut aussi signaler les impacts. Je pense qu'il faut commencer, et je vais commencer d'un impact très simple, qui est par exemple que la semaine dernière, on a fait 457 téléconsultations. Voilà. C'est-à-dire qu'en un mois, 3 semaines, on est passé de 0 à près de 500 téléconsultations. Il faut aussi savoir que le temps de consultation a été relativement impacté. De manière institutionnelle, on avait fixé un petit peu le temps de consultation du clinicien à 15 minutes. Voilà. En anesthésie, c'était très simple, toutes les 15 minutes, il fallait tourner, on avait un patient qui arrivait. Donc on accumulait du retard, etc. Là, on a été surpris parce que les premiers retours des cliniciens, c'est que le temps moyen de téléconsultation, il est à 8 minutes. À 8 minutes. C'est-à-dire qu'on a divisé par 2 notre temps de consultation. Ça correspond, plus ou moins, alors même si les gens sont plutôt bavards, etc., chez eux, ben les gens, ils sont chez eux. Donc ils n'ont pas besoin de s'habiller, se déshabiller, de remonter le long du couloir, de sortir un papier, etc. Ils sont organisés à l'avance, ils étaient dans la salle d'attente, ils ont sorti leur papier, etc. Ça, ce sont des impacts précis, ponctuels, mais qui ont, sur le coup, un impact en général. Il faut bien savoir que ces conditions ont été exceptionnelles. Et en fait, c'est les adaptations incroyables qui étaient. Moi, j'observe ça. Hein. C'est-à-dire que le Covid a fait évoluer notre relation. Notre relation en termes de téléconsultation et en termes de patient, de relation médecin-patient. Et vous savez, c'est quasiment, on est quasiment au niveau religieux quand on parle de la relation médecin-patient. Et je pense que la crise Covid et l'arrivée de la téléconsultation est en train de le modifier. Alors, je sais sur quoi tu vas rebondir derrière, c'est est-ce qu'on va pouvoir pérenniser ça? C'est la question. Ce que je te propose, Henri, c'est qu'on laisse ça pour la discussion parce que le temps tourne très vite. Je sais que l'exercice est frustrant, mais de toute façon, on est en train, nous, de recueillir beaucoup de matériaux et évidemment, on va pouvoir approfondir ces notions. Merci à tous les deux. Je vais passer la parole à Anna Alexandra qui va nous apporter un point de vue régional puisque ça s'est passé dans les établissements, mais les grades, les GCS e-santé, ont été également extrêmement mobilisés. Et le grade Pays de la Loire, en l'occurrence, a, à sa façon aussi, à l'échelle régionale, réagi de façon très rapide. Anne-Alexandra, je vois que ton micro est coupé, on va le rallumer. Voilà, super. Est-ce que, alors d'abord, un peu la même question que pour le CH Côte Basque. Finalement, quelles étaient les conditions initiales avant la crise et pendant la crise qui ont permis un démarrage rapide, puisque tu nous diras que là aussi, les usages au niveau Pays de la Loire se sont littéralement envolés. Oui, bonjour à tous. Alors, on avait tout d'abord une plateforme de télémédecine qui était déployée depuis 2016, où on avait décidé d'axer l'accompagnement du GCS, non pas uniquement sur l'accompagnement technique, mais aussi sur l'accompagnement organisationnel, en lien avec l'Agence régionale de santé. Donc voilà, ce fait de disposer d'une plateforme, le coup de chance aussi d'avoir déployé juste avant le Covid une nouvelle version de notre solution régionale de télémédecine qui est basée sur les solutions Mencare, qui est une version en web et qui permet l'invitation par lien SMS ou mail et qui permet donc de s'affranchir de l'installation d'une solution sur les postes de travail et le fait d'avoir un compte de part et d'autre, comme c'était le cas avant. Donc une accélération un petit peu du déploiement. Alors ça, excuse-moi, je te coupe, je crois que c'est un point commun finalement aux 2 solutions techniques que vous avez retenues. C'est-à-dire qu'aucune des 2 ne nécessite de déploiement sur le poste de travail du professionnel ou du patient. Donc, c'est effectivement un facteur extrêmement favorisant pour le déploiement. Voilà, tout à fait. En fait, des nouvelles solutions qui s'installent en web sans avoir de création de compte également à faire en amont. Pour le patient, il y a uniquement à cliquer, le patient ou la structure médico-sociale, enfin le requérant, uniquement besoin de cliquer sur un lien et on arrive directement dans la téléconsultation. Donc, pas de problème technique côté patient. Donc cette nouvelle version, et puis on avait construit l'équipe. On était passé de 1 personne sur la télémédecine il y a 4 ans à une équipe là de 5 chefs de projet. Donc on avait aussi la capacité un peu
en termes d'équipe et de connaissance des produits pour pouvoir déployer et accompagner les acteurs. Super. Si on passe maintenant sur ce côté, hop, excusez-moi, je suis en régie. Ça s'est pas fait tout seul malgré tout. Donc, tu notes, et Henri et Dominique l'ont noté aussi, le fait que les éditeurs ont répondu présent, ce qui est bien la moindre des choses. Néanmoins, il y a quand même eu, de ton côté, comme du côté du CHB, un gros effort d'accompagnement. Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu la façon dont vous êtes organisé dans le GCS? Oui, tout à fait. Bah, juste avant, pour revenir sur les éditeurs, alors effectivement, qu'ils soient présents, c'est la moindre des choses. Maintenant, présents 24 heures sur 24 et qu'on les appelle quasiment tous les week-ends, voire la nuit, voilà, ils se sont quand même investis et je pense que exceptionnel aussi. Probablement, voilà, probablement de tous, en tout cas nous, dans le lien avec nos éditeurs, ça a été vraiment important. Nous, on a complètement réorganisé le GCS juste avant le confinement pour vraiment pouvoir se concentrer sur les projets qui étaient prioritaires en lien avec le Covid. Donc la télémédecine, où on a eu du coup la moitié de l'équipe qui a pu travailler dessus. Aujourd'hui, on est 23 au GCS. Donc la moitié de l'équipe mise sur la télémédecine pour accompagner, et puis le reste qui travaillait sur les projets prioritaires liés au Covid, donc tout ce qui est ROR, les répertoires opérationnels des ressources, la messagerie sécurisée et puis la remontée des résumés de passage aux urgences. On a mis aussi en place un support 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 par l'équipe du GCS, et puis des webinaires tous les jours, 7 jours sur 7. Donc voilà, une équipe qui s'est vraiment investie à 100%, qui avait à cœur de pouvoir répondre aux demandes des professionnels. Maintenant, on se réorganise un petit peu au fur et à mesure parce qu'en fait, c'était bien la télémédecine notre priorité, mais là, aujourd'hui, on a d'autres priorités qui arrivent avec notamment la préparation du déconfinement. Donc, on est en train de réorganiser un petit peu les équipes en ayant une partie sur la télémédecine et puis une partie vraiment sur le parcours. Et puis l'ARS nous a également, l'Agence régionale de santé nous a énormément appuyé aussi sur le déploiement en étant le point de contact avec les ordres, les URPS, les acteurs, voilà, en communiquant beaucoup sur le projet. Oui, parce que j'imagine que les moyens exceptionnels que vous avez mis en ligne au GCS ne peuvent pas être maintenus dans la durée à ce niveau-là. En tout cas, ce n'est pas prévu dans les budgets dont nous disposons, oui, à ce stade. Aujourd'hui, oui, on n'a pas une équipe de 10-15 personnes qui travaillent sur la télémédecine à temps plein. Aujourd'hui, ce n'est pas prévu. Après, je pense que la crise Covid va entraîner de toute façon des réorganisations et puis des repriorisations de projets. Très bien. Au niveau finalement des usages et de comment ça s'est traduit concrètement sur le terrain auprès des professionnels, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors, on a vu une accélération des usages, un petit peu comme le centre hospitalier l'avait précisé juste avant. Donc, nous, on était à peu près à, on va dire, 150-200 téléconsultations par mois. Et là, on a réalisé 30 000 téléconsultations en 6 semaines. Donc, voilà, on voit que c'est vraiment parti complètement rentré dans les usages. Des nouveaux usages, les kinésithérapeutes, là, tout dernièrement, depuis l'ouverture, du coup, de leur capacité à facturer des actes. Les sages-femmes, énormément, à la fois pour tout ce qui va concerner le suivi, mais aussi les cours de préparation à la naissance. La dictologie, on voit bien que typiquement, ça fait partie des spécialités, enfin en tout cas des usages pour lesquels il faut absolument assurer une continuité des soins dans cette période de confinement. Donc voilà, on a dictologie, psychiatrie, effectivement, on en parlait juste avant. On a équipé tous les centres médicaux psychologiques. Et puis, on a fait aussi un équipement massif, là, en lien avec l'Agence régionale de santé qui a piloté le projet et avec l'appui du Conseil régional et des départements. On a équipé l'ensemble des EHPAD et des établissements pour handicap lourds de smartphones pour leur permettre de réaliser des téléconsultations là, dès à présent. Donc, en fait, ça a permis un déploiement très rapide, puisqu'en fait, à partir du moment où on a fait le questionnaire jusqu'à la livraison, il s'est déroulé 2-3 semaines. Et ils sont aujourd'hui tous équipés pour faire des téléconsultations. Ça veut dire que de toute façon, quoi qu'il en soit, et je vais aussi poser la question des EHPAD à Dominique et Henri, parce que c'est une question importante en télémédecine. On sait qu'il y a de nombreuses difficultés d'accès aux soins pour les EHPAD, en particulier d'accès aux soins spécialisés. Ça veut dire que ce qui a été mis en place concernant notamment les EHPAD, mais globalement le secteur médico-social durant cette crise, est quelque chose qui est appelé à perdurer.
Oui, tout à fait. Alors après, il faudra voir aussi quels sont les usages. Là, on est sur un usage de téléconsultation simple. Ensuite, s'il y a besoin d'avoir des outils connectés type stéthoscope et autres, il faudra quand même qu'on aille un petit peu plus loin dans l'équipement. Mais là, tous les EHPAD sont en capacité de faire des téléconsultations. Et je pense que les médecins coordonnateurs, par exemple, qui font des téléconsultations avec les patients quand ils ne peuvent pas se rendre à l'EHPAD ou parce qu'ils sont en temps partiel, ça va leur permettre aussi à l'avenir de continuer ce type d'usage. Henri, Dominique, sur le sujet particulier des EHPAD? Sur les EHPAD, en termes de téléconsultation, il n'y a pas eu d'impact de ce côté-là. C'est-à-dire qu'on n'a pas développé plus de téléconsultation entre les EHPAD et les centres experts, par exemple. Ça n'a pas été le cas. Ce qu'on a mis en place, c'est naturellement tous les moyens pour permettre de maintenir le lien social entre les résidents et leurs familles avec de la visio, Skype ou autre. Mais on n'a pas connu de boom côté téléconsultation. Sur la partie psychiatrique, oui, là on a des demandes qu'on va honorer très prochainement parce que c'est arrivé un petit peu après. Il a fallu qu'on trouve le bon outil avec les psychiatres. Mais sur la partie gériatrique, non, on n'a pas connu d'effet très positif sur les téléconsultations. Oui, sachant que vous étiez déjà, c'est ce que tu précisais en introduction de ton propos, vous y étiez déjà équipé en fait. Hein. Oui, nos EHPAD étaient déjà équipés et les EHPAD du territoire étaient également pour partie équipés, effectivement. Alors, il faudra voir un petit peu l'évolution parce qu'on n'avait pas beaucoup, il n'y avait pas eu beaucoup de téléconsultations. Et initialement, on pensait comme ça que les EHPAD qui pouvaient avoir recours à un gériatre ou en tous les cas à un comité d'experts, etc., on allait pouvoir développer ça. Et en fait, on est un petit peu déçu des résultats. Voilà, on est un petit peu déçu du résultat, de l'investissement qu'on a fait. Voilà. Oui, ok. Sachant il faudra voir après la suite si ça relance, etc., si ça se pérennise un peu. Oui. Alors après, le point positif à retenir, c'est que quand même la relation entre le résident et son entourage a été fortement soutenue par la télé quelque chose, finalement. De la tablette juste, et c'est assez émouvant. C'est assez émouvant hein, parce que moi j'ai vu la première consultation, on a reçu en réanimation des patients d'Amiens. Et le patient se réveillait à Bayonne. Il était endormi à Amiens, il s'est réveillé à Bayonne et je vous savais qu'il était un petit peu perdu. Et la première téléconsultation, la première tablette a été particulièrement émouvante. Voilà. J'imagine. Anna-Alexandra, est-ce que tu pourrais un petit peu, tu es passé assez rapidement dessus, focuser sur les éléments associés à la relation audiovisuelle, parce que on voit tous, et je pense qu'on l'a en grande partie vécu aussi, que finalement, avoir un support audio, vidéo, pour avoir une relation avec un soignant, ça se passe finalement assez bien. Techniquement, c'est pas très compliqué. Néanmoins, dans notre expérience aussi de la téléconsultation, il y a aussi des ordonnances, des flux de prescription, des flux de remboursement. Et je crois que la solution au Pays de la Loire permet de commencer à associer un certain nombre de ces flux d'informations à la téléconsultation. Est-ce que tu peux un peu détailler ce point-là? Oui, bien sûr. Alors en fait, la solution, elle a deux modalités distinctes. Soit une modalité qui est vraiment utiliser que la visio, donc en fait en mode visio-régulation, où je saisis uniquement un numéro de portable, ça envoie le lien et je n'ai rien d'autre. Et une deuxième possibilité qui est là plus de la programmation de téléconsultation, qui peut aussi être une programmation immédiate, où là on dispose d'un formulaire, de l'envoi. Pardon, j'ai un bombing de bébé qui arrive je suis désolée, pendant la. C'est normal. Voilà. Donc, un formulaire qui nous permet, par exemple, de faire le diagnostic Covid et le suivi Covid, d'envoyer des pièces jointes par le professionnel. Donc, ça va être effectivement une ordonnance, une prescription, de recevoir des pièces jointes, donc un résultat de labo, une photo ou autre, et puis de réaliser le paiement en ligne. Et en fait, aujourd'hui, au départ, on s'est interrogé sur l'ouverture même du service de visorégulation, donc d'envoi simple de SMS sans aucun service associé.
Et puis, on s'est dit qu'on allait mettre les deux à disposition des professionnels. Et en fait, aujourd'hui, on a 50% de nos actes chaque jour qui sont faits en mode visorégulation. En fait, on voit bien qu'on a les deux besoins. Certains professionnels qui souhaitent disposer de l'ensemble du suivi dans leur logiciel de soins, et d'autres qui souhaitent pouvoir avoir finalement des fonctionnalités un petit peu étendues dans la solution de téléconsultation et pouvoir ensuite en faire l'export et l'intégrer dans leur logiciel de soins. Il y a vraiment les deux besoins. Alors, c'est la grosse question, évidemment, hein, et ça va jouer énormément sur la capacité à pérenniser ou pas ces usages, la question de l'intégration de ces éléments avec les systèmes d'information des professionnels de santé. Morgane, je vois qu'il y a beaucoup de questions très intéressantes dans le chat, notamment une question au niveau de cette intégration. Je vous propose que du coup, on passe à cette séance de questions et je vois, Morgane, une question d'Hubert qui est en lien direct avec ce dont on vient de parler. Est-ce que tu veux prendre la main pour commencer à poser ces questions ? Je t'en prie, hein, au fil de l'eau. On va la reprendre textuellement. Là, Hubert, excusez-moi. Au-delà des flux de prescription, ordonnance, facturation, prise de rendez-vous, quel lien entre ces solutions de téléconsultation et le SIH de l'établissement ? Alors, concernant, quand on disait que ça avait été facilité pour beaucoup de raisons, ça l'a été aussi au niveau technique et au niveau intégration au système d'information, puisque la solution de téléconsultation qu'on a prise, qui est Doctolib, pour ne pas en faire de publicité, mais parce qu'on avait déjà cette solution installée dans notre système pour tout ce qui était prise de rendez-vous en ligne. Donc c'est vrai que ça a été assez facile, de choisir cette solution de téléconsultation, puisqu'on était déjà en très forte intégration avec le système, avec notre SIH. Et donc c'est vrai que ça l'a facilité. Concernant la télésurveillance qu'on a mise en place pour pouvoir suivre les patients une fois sortis d'hospitalisation, là aussi, on a choisi une solution qui est en fait une solution full web, donc avec aucune installation en local. Donc là aussi, très facile à mettre en place et très rapidement. Anne-Alexandra, tu as des idées sur les perspectives. C'est une question très compliquée, hein, sur les perspectives d'intégration progressive dans les SI des professionnels. SIH, là, la question est sur le SIH en particulier. Alors sur le SIH, effectivement, on travaille avec différents établissements de la région là, pour travailler sur l'intégration et le rapatriement des comptes rendus avec l'ensemble des pièces jointes directement dans le dossier du patient et sur l'interfaçage pour la facturation. Donc côté établissement, en fait, c'est vraiment en cours. La grosse difficulté, c'est l'interfaçage avec les multiples solutions pour nous de logiciels de gestion de cabinet du coup chez les libéraux. Oui. Où là, en fait, l'offre est tellement éclatée et le coût tellement élevé pour faire un interfaçage avec une solution qu'on ne pourra jamais assurer un interfaçage avec vraiment l'ensemble des solutions. On peut travailler progressivement sur une augmentation du nombre de solutions avec lesquelles on est connecté, mais on ne pourra pas aller sur l'ensemble. Enfin, en tout cas, en l'état actuel des choses. Et oui, ça va faire partie des grands défis, effectivement, de l'après-crise. Morgane, je te laisse la main pour... Il y a beaucoup de questions, donc on va essayer de synthétiser. Je sais, l'exercice est difficile, Morgane. Oui, en effet. Pour Anne-Alexandra, la plateforme régionale est-elle interopérable, alors, spécifiquement avec Hôpital Manager de Softway? Alors pas à ce stade, parce qu'en fait, on n'a pas eu de demandes qui nous ont été faites par les établissements. On travaille vraiment au cas par cas avec une demande d'établissement. Aujourd'hui, on n'en a pas eu, mais c'est tout à fait possible de le travailler. Alors, les autres questions, tac. Donc Morgane, je me permets, hein, il y a une question qui est pertinente là sur la gestion des prises de rendez-vous en ligne. Donc c'est Patrice Rioux qui intervient là, qui était en effet un élément primordial dans une perspective de programmation d'activités de consultation. Comment est-ce que vous l'avez géré? Oui, question de Bruno, effectivement, Bruno Bouteau, dans le Grand Est.
J'imagine que c'est. Oui, tu expliquais que c'était Doctolib, donc l'intégration était native, mais n'hésite pas à détailler. Je vais pas pouvoir détailler beaucoup plus, hein, si ce n'est que on a simplement, avec Doctolib, créé au-delà dans les rubriques, on a créé une petite un item qui s'appelle rendez-vous téléconsultation. Et à partir de là, toute la mécanique qu'il y a derrière Doctolib, qu'elle soit en interne pour poser les rendez-vous en interne ou à l'extérieur pour la prise de rendez-vous par les patients, c'est simplement cet item qui a été rajouté pour permettre le rendez-vous en téléconsultation et de lancer la téléconsultation. Après, voilà, il n'y a pas eu de développement particulier autre que celui-ci, mais qui a été développé par Doctolib lui-même. Donc, on n'a fait que prendre le développement de Doctolib et simplement l'utiliser. Donc, il n'y a pas eu, voilà, la mécanique est restée la même. Il n'y a pas eu d'impact technique ou fonctionnel très lourd derrière cette nouvelle application. Et oui, c'est le point d'entrée de Doctolib, hein, c'est la programmation des rendez-vous et des examens. Donc effectivement, c'était facilitant cette intégration. En sous-jacent, mais je pense que Patrice en parlera dans la conclusion, en sous-jacent, il y a aussi toute la question de la gestion des flux et de la gestion de la programmation. Les téléconsultations, comme on l'espère tous, étant amenées à perdurer, au moins pour une partie des usages qui sont les plus importants et vertueux, il va falloir pouvoir intégrer ça dans des flux de programmation qui permettent une organisation optimale des ressources. Peut-être d'autres questions? Il y avait d'autres questions sur le type la télésurveillance, parce qu'on s'est beaucoup focalisé là, au travers du retour sur la téléconsultation, mais je crois qu'à Bayonne, vous avez développé d'autres activités de télémédecine. Oui, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. On a mis en place de la télésurveillance avec l'application Covidom. Et là aussi, donc là, c'est une plateforme web. Donc il y a eu quelques séances de travail avec Covidom, et pardon de les citer, mais ils ont été aussi très très facilitants et très très réactifs. Et effectivement, aujourd'hui, on doit être à peu près à 150 patients qui ont été enrôlés en télésurveillance. Donc, très, très simplement, enfin, je ne sais pas, je pense que tout le monde le sait, mais ça permet tout simplement aux patients qui rentrent dans cette application, après avoir créé leur compte, de renseigner des questionnaires donc à durée régulière et fréquente. Et ces questionnaires, selon ce qui est renseigné, font remonter des alertes vertes, oranges ou rouges qui permettent donc à une cellule de coordination de télésurveillance qu'on a mise en place sous l'égide donc d'une équipe médicale de pouvoir, si jamais il y a une alerte rouge qui remonte, appeler le patient et refaire le point avec lui sur les différents paramètres qu'il a enregistrés. Voilà, donc ça c'est quand même très novateur ici chez nous à Bayonne. Et le SAMU compte également utiliser, alors pas Covidom, mais sans doute une autre application pour pouvoir lui aussi, au moment de certains appels, faire le point avec le patient en téléconsultation ou télérégulation, on ne sait pas très bien ce que c'est, mais voilà, on sent bien ici plus globalement que l'activité de télémédecine a fait un pas de géant. Maintenant, il reste et puis comme on est dans le Pays Basque, il reste à transformer l'essai. Alors, peut-être, excusez-moi, pour poursuivre sur cette question de télésurveillance, téléexpertise, on a une question tout à fait intéressante parce qu'elle permet de poser des repères d'Amélie. Quelle différence faites-vous entre la télésurveillance et la téléconsultation?
Et puis compléter peut-être, Anne-Alexandra, aussi de ton côté, puisque je crois qu'il y a aussi des usages comme ça qui se développent. Finalement, la téléexpertise, qu'est-ce que c'est et comment ça marche en télémédecine? Très rapidement. Alors oui, on a effectivement, par exemple, en région, les 3 services qui sont proposés. Donc, téléconsultation, ça va vraiment être, je vois du coup le professionnel de santé à distance, en visio. La téléexpertise, c'est une demande d'avis d'un professionnel de santé à un autre. L'exemple le plus parlant, ça va être par exemple un médecin généraliste qui fait une photo en dermato parce qu'il s'interroge, par exemple sur sur un eczéma par exemple, et il va du coup l'envoyer à un dermatologue pour qu'il puisse rendre son avis et lui indiquer si oui, ça nécessite une consultation ou pas. Et après, on a la télésurveillance où là, on va plutôt se rapprocher. Alors, soit ça va être par exemple des insuffisants cardiaques à domicile, soit ça va être le télésuivi, là, dans le cadre du Covid, avec des solutions effectivement qui sont proposées sur le marché. Donc, nous, on a aussi une solution régionale et qui permettent, via l'envoi de SMS ou de mail, de faire un suivi automatique avec remontée d'alerte pour les professionnels de santé. Parfait. Toutes ces modes de prise en charge ont été décrits par l'avenant 6 de la gestion de la télémédecine. Donc, définissant, pour dire très concrètement, la téléconsultation, c'est un patient qui va parler directement avec un médecin via une application visuelle. C'est-à-dire, je dois voir mon patient, je dois pouvoir discuter et parfois échanger des documents. La téléexpertise, il y avait 2 types de téléexpertise décrites. Vous avez très bien décrit l'exemple du dermato, mais ça peut être aussi un médecin qui habille avec un groupe d'experts, par exemple un groupe plaie cicatrisation, et donc le médecin de l'EHPAD vient faire défiler les patients par rapport à ce groupe d'experts. Et enfin, la téléexpertise, c'était l'exemple de Covidom, c'est-à-dire je vais plutôt que d'hospitaliser mes patients pour surveillance, je vais les surveiller chez eux via un petit outil, il en existe plein, qui permet de donner des nouvelles assez réguliers et d'éviter une hospitalisation. Ok, très clair, merci à vous. Le temps tourne, je sais que le temps est compté pour tout le monde, en particulier pour vous, professionnels de santé. Alors, il y a quelques questions auxquelles on n'a pas répondu, mais notamment Anne Chaperon qui demande ce qui est disponible en Charente. Si je ne me trompe pas, les Charentes sont au Pays de la Loire, sauf erreur de ma part. Donc, erreur de ta part. J'inviterai Anne et on te transmettra la question, Anne-Alexandra, à joindre le GCS pour savoir quelles sont les solutions dont tu viens de parler et comment elle peut également en bénéficier en tant que son ARS plutôt. Voilà, ou l'ARS. C'est pas en Pays de la Loire, les Charentes. Nouvelle-Aquitaine. C'est Nouvelle-Aquitaine. Aquitaine, et ben voilà. Et ben voilà. Donc, my bad. Si je peux me permettre, Didier, j'avais une question, un point qui n'a pas été abordé, c'était la formation et l'accompagnement des utilisateurs, parce qu'on voit bien. J'allais passer la main, justement. Ça a été fortement exprimé. C'est le besoin qui a été amené par les utilisateurs métiers. Mais comment s'est fait l'accompagnement? Parce que du besoin de vouloir faire de la consultation à la capacité à pouvoir maîtriser les outils, comment ça s'est mis en place? Alors, il y a eu 2 leviers importants. Premièrement, la facilité d'utilisation. Le logiciel est relativement simple avec une salle d'attente. Donc, les patients, salle d'attente virtuelle. Les patients viennent se mettre dans la salle d'attente virtuelle et puis je viens juste cocher sur le patient qui attend. Et deuxième levier de la souplesse. C'est-à-dire qu'on s'est rendu disponible pour s'adapter le plus possible aux praticiens. C'est-à-dire, quand on pouvait faire de la formation individuelle, on le faisait. Quand on pouvait faire de la formation de groupe, on le faisait aussi. Une des grandes clés de la réussite, ça a été de la souplesse, encore une fois. Là encore, ça a été la formation par la souplesse. Et puis, un troisième levier, ça a été aussi la grande, enfin, je pense que tout le monde l'a dit, hein, mais les éditeurs sont rendus vachement disponibles et ont participé un peu à leur manière à la crise. Et se sont sortis un petit peu comme ça. Voilà. Super. Patrice, du coup, je te propose de garder la main pour cette… Pour essayer de faire une synthèse. Voilà, une synthèse ouverture. Oui, donc bon, moi ce que je retiens de ces échanges, c'est que cette période Covid a été un vecteur majeur de l'évolution des pratiques, des usages métiers, avec, que ce soit côté pratique au sens des activités médicales et soignantes, hein, on a parlé de téléconsultation, on a parlé de télésuivi, chose qui était assez difficile à développer avant cette période Covid, et puis aussi
une évolution des pratiques au sens du pilotage des projets. On voit bien que là, on s'est mis en mode crise et que tous les projets prioritaires se sont déroulés sans trop d'accrocs, avec une implication forte de tous les acteurs. Maintenant, il y avait des questions aussi sur le sujet, c'est qu'est-ce qu'on va garder de tout ça? Qu'est-ce qu'on va garder de ces pratiques qui ont évolué pendant la période Covid? Pour moi, quand j'analyse ces éléments-là, il va y avoir un certain nombre d'actions à mener. La première, c'est de faire un bilan des usages, que ce soit au niveau des impacts organisationnels, parce qu'entre le circuit du patient lorsqu'il vient dans l'établissement ou l'organisation de téléconsultation, on voit bien, et ça a été largement exprimé, que ça a des impacts majeurs sur les organisations de prise en charge, et ça peut être un moyen d'optimiser le temps médical. Besoin aussi de faire le bilan sur la technique, parce que est-ce que les plateformes disponibles, les moyens d'accès sont sécurisés, pérennes? Il y a quand même un certain nombre de sujets à sécuriser. Et puis, il y a le volet économique. Donc là, aujourd'hui, les vannes ont été ouvertes en grand. Les éditeurs ont fait des efforts financiers majeurs pour permettre aux établissements et l'ensemble des structures de pouvoir proposer des solutions efficaces sans avoir de contraintes économiques importantes. Donc là aussi, pour pouvoir évaluer ce qui pourra se poursuivre, il convient aussi de rentrer dans une logique économique. Et il conviendra aussi de tenir compte de l'évolution du cadre réglementaire. Parce que là, il y a Nicolas Larevel, je ne sais pas si vous avez suivi, mais qui a été auditionné par la Commission des Affaires sociales. C'était le 15 avril de mémoire. Et il prévoit de remettre en œuvre l'avenant 6, mais toutefois de permettre quelques évolutions des pratiques. Voilà. Donc de là, il va falloir identifier les changements qui pourront s'inscrire dans la durée, donc en termes de fonctionnement et de gestion des activités. Il va y avoir d'autres pratiques qu'il va falloir ramener dans le cadre réglementaire. Je pense particulièrement au parcours de soins qui est fixé par l'avenant, avec normalement une première consultation qui est censée se faire de façon physique. Donc là, on ne sait pas si le cadre réglementaire va s'assouplir sur le sujet ou pas. Il convient d'être vigilant sur ce point. Et puis, imaginez des perspectives d'extension de la télémédecine. Maintenant que les métiers ont compris l'usage qu'ils pouvaient en avoir, il peut être intéressant de les développer. On a évoqué un peu la chimiothérapie, mais plus dans une logique de gestion de chance du patient. Mais là, comment la télémédecine, les activités de télémédecine peuvent s'inscrire de façon durable dans les activités de chimio. Il y a toutes les activités de Prado, la gestion des sorties précoces en obstétrique. Donc là, on voit que certaines activités ou spécialités ont bien compris la valeur que pouvait apporter la télémédecine, mais il va falloir cadrer tout ça. Et puis le dernier point sur lequel pour moi il faut travailler, c'est la capacité de fonctionner en mode agile. Parce que là, les structures démontrent une capacité à sortir de la logique cycle en V et puis de rentrer dans une mécanique agile pour faire avancer les projets. Là aussi, je pense qu'il y a un bilan à faire et des pratiques à retirer pour faire évoluer et avoir des solutions et une organisation plus efficiente. Voilà. Donc, oui, tout à fait. Ça va effectivement pas se faire complètement tout seul, cette affaire, parce que la sortie de crise va faire revenir des fonctionnements de routine. Comme tu l'as dit, Patrice, comment on peut bénéficier, capitaliser de tout ça? J'ajouterais à ce que tu as dit aussi les processus de décision sur lesquels Dominique a beaucoup insisté, et Anna-Alexandra aussi, avec l'ARS, des processus de décision qui se sont aussi beaucoup fluidifiés et finalement qui se sont transformés pendant la crise. Notre conviction, et je vais en profiter pour laisser la parole à Morgane pour la fin de ce webinaire, notre conviction chez Wellium, c'est que c'est maintenant qu'il faut se préparer à maintenir et conserver les acquis pour pouvoir bénéficier sur cette reprise et sortie de confinement
garder les bénéfices de ce qui a pu se transformer durant cette période pandémique. Morgane, je te laisse le mot de la conclusion. Ouais, je te remercie. Oui, en effet, nous sommes là chez Wellium pour accompagner votre réflexion, la nourrir, et notamment avec la capacité de mettre autour d'une table nos clients, hein, avec qui on a des retours d'expérience naturellement, mais aussi des intervenants qui sont plus des institutionnels pour apporter de l'eau à votre réflexion, à votre moulin. Justement, tu peux passer à la slide d'après. Pour ce qui est de nos prochains webinars, nous ferons un point sur l'après-crise pour les DSI en santé avec Vincent Trelli, hein, expert en sécurité des systèmes d'information hospitaliers notamment. Donc ça sera le 28 juin et le 28 mai, pardon. Et pour le mois de juin, on reviendra sur le programme Symphonie avec toute une préparation et des impacts sur votre organisation qui sont à anticiper également pour pouvoir mettre ce programme en place. Vous retrouverez le détail de ces programmes et les formulaires d'inscription sur notre site internet. Il est temps pour moi de vraiment conclure cet échange. Slide suivante, s'il te plaît, Didier. Vous allez retrouver ce contenu sur notre chaîne YouTube dès la fin de semaine, je pense. Vous pouvez toujours nous contacter à partir de notre adresse email générique webinar@wellium.fr et suivre notre actualité sur les réseaux sociaux. Par ailleurs, vous allez recevoir d'ici 48 heures un questionnaire avec 4 questions, très rapides, hein, ça vous prendra moins de 30 secondes pour nous aider à améliorer nos webinaires et nos sujets. Et donc, il est temps pour moi maintenant de vous donner rendez-vous le 28 mai à 11 h pour notre prochaine édition. Merci beaucoup, à bientôt. Merci, au revoir. Merci à nos intervenants. À très bientôt. À très bientôt, au revoir. Au revoir. Is now exiting. Multiple people are now exiting. Stéphanie Pierson is now exiting. Nadine Ribet is now exiting. Voilà. Normalement, tout le monde est parti. Voilà. Bon, il nous reste tous les deux. Alors, Bah écoute, en tout cas, je pense déjà au niveau des conditions matérielles, c'était tout à fait correct. Hein.